Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un énorme book haul. Donc préparez-vous une petite tasse de thé, de café ou une boisson fraîche parce qu'il y aura beaucoup de livres. J'ai essayé de diviser tout en catégories, mais enfin bon, et on verra si je vais vous lire tous les quatrièmes de couverture parce que ça risque d'être long et je pense essayer d'entrer dans 30 minutes de vidéo, mais bon, on sait jamais. Allez, on va commencer. Donc j'ai fait plusieurs achats à Carrefour, après j'étais dans la librairie de coin. J'ai aussi fait les achats sur le Bon Coin, il y a un coffret qui est d'occasion et tout le reste est neuf parce que je n'aime pas, comme vous le savez, acheter et lire après quelqu'un. Je déteste ça, je sais pas, j'aime pas. J'aime pas les pages cornées, j'aime pas les livres un peu abîmés, ça me dépasse, donc du coup ben je n'aime pas les occasions. Et c'est la seule occasion que j'ai achetée là sur le Bon Coin, c'est que la personne m'a montré encore plus de photos et que en fait pour elle c'était écrit en trop petit et c'était pas possible pour ses yeux, donc du coup elle le vendait et en fait il est neuf pour moi. Il est neuf, c'est juste la boîte qui est un peu abîmée, mais ça c'est pas bien grave. Les livres sont en très bon état. Aussi la librairie du coin, pas dans ma ville, mais dans une autre ville que j'ai passée, enfin c'était à côté de chez mon médecin. En fait, il y a une opération, si vous voulez, livre poche, 2 achetés, 3e offert. J'en ai acheté 6 de livres poche. Et la fille m'a donné un livre offert, et puis bon, bah j'ai pas compris, du coup, bah j'ai regardé sur les livres de poche, c'était bien marqué, 2 livres achetés, un offert, et du coup j'ai dû revenir, j'ai lui dit gentiment, j'ai dit... excusez-moi, j'en ai acheté quand même pour plus de 90 €, et c'est vrai, c'est en dehors de ces 6 livres poche, il y en avait eu d'autres, 9 livres je crois, ou 12. Donc j'ai vraiment investi pas mal d'argent, et puis j'en ai eu un en offert, sachant que c'est pas la librairie qui les offre, c'est le livre de poche qui fait cette opération-là. Donc du coup j'ai dit minimum c'est... 3 livres que je devais recevoir. Au final, bon, elle s'est excusée, elle a dit oui, en effet, c'est juste qu'il y en a tellement que j'ai... En gros, elle avait la flemme de les sortir, quoi, pour que je puisse voir. Enfin, je sais pas, il faudra s'organiser peut-être un petit rayon où vous pouvez voir tout ce qui est gratuit qui va avec, au lieu de les laisser en caisse et que les gens puissent pas les voir. Enfin bon, bref, ça c'est juste, c'est pas un coup de gueule, hein, c'est juste une petite information qui pourrait peut-être être utile. Après, je dis ça, je dis rien. Donc dans cette vidéo, il y aura un peu de créativité par laquelle je vais d'ailleurs commencer. Ensuite, il y aura des livres plutôt aventure, histoire. Il y aura beaucoup de thrillers ainsi que les saga thriller. Donc saga plutôt. Donc on va commencer par la créativité. Ce que je vous ai peut-être jamais présenté sur ma chaîne, c'est le livre de coloriage que j'adore. Franchement, je l'ai trouvé super beau. Je l'ai payé 8 € et quelque chose. Là, il y a que des prix à 1 $ qui sont affichés, 12,99 ou voilà. Mais en euros, ça m'a coûté 8 € et des poussières. Certes, c'est un peu cher, mais qu'est-ce que c'est beau. Franchement, c'est des dessins. Il y a 40 dessins de... je crois qu'elle s'appelle Caronne. Je sais pas son prénom. Ah si, c'est marqué. Christine Caron. Donc, c'est vraiment magnifique. Hein. Je vais vous montrer tout ça comme ça rapidement. Ce sont des petites filles comme ça, des beaux personnages. C'est vraiment très joli. C'est splendide. Pour la plupart, ce sont des fées ou des elfes. Je trouve ça trop beau. Bon, je vais pas tout montrer parce que ça va être très long. Mais je trouve ça magnifique. Et comme moi, j'aime beaucoup faire des coloriages. De temps en temps, ben, je pourrais vous présenter ce que je fais. Je ne sais pas d'ailleurs si je le présenterai sur cette chaîne-là ou sur la chaîne Vita Beauté, j'en ai aucune idée. Peut-être celle-ci, ça sera plus approprié puisqu'on parle ici de la papeterie, on parle des livres, etc. Donc on verra bien. Enfin. Et puis à la fin, vous avez des comme ça, un peu grisonnants. Enfin, je sais pas trop comment colorier cela. Je sais pas, est-ce qu'il faut les laisser plutôt comme ça ou les colorier? Aucune idée, mais c'est tellement joli. Voilà. C'est magnifique, franchement j'adore. Ensuite on va passer à tout ce qui est donc aventure histoire. Il faut savoir que je complète petit à petit ma collection de Jules Verne, que j'en ai jamais lu d'ailleurs. Je pense que j'ai peut-être dû voir les enfants du capitaine Grant
Grant, je crois que ça s'appelle, ça se prononce comme ça. Je l'ai vu quand j'étais petite en film, et c'est tout, et je me souviens même pas. Mais en tout cas, quand je lis les quatrièmes de couverture, ça me donne très envie. Et les couvertures qui sont faites aux éditions, enfin, c'est livre poche, mais c'est la collection illustration de l'édition originale Hetzel. Franchement, c'est tellement beau. Je vais vous montrer ça tout de suite. La collection, elle doit comporter 25 ou 26 livres, je ne sais plus. Je ne suis pas encore arrivée au bout parce que c'est très long et puis ça coûte assez cher hein, quand on complète la collection. Donc je vais commencer d'abord par Ken Follett, que je n'ai jamais lu et que j'avais envie de découvrir. Ce coffret, normalement, il coûte 34,30 € neuf. Là, je l'ai acheté d'occasion à 20 €, plus il y avait à peu près 5 € de frais de port en mondial relais. Franchement, pour 25 €, je le trouve, il est superbe. C'est juste la boîte, en fait, qui est abîmée. Mais en fait, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de Ken Follett. Moi, j'ai jamais lu parce que, enfin, à chaque fois, je vous en ai parlé sur sur ma chaîne, dans mes vidéos. Ça me faisait toujours peur parce que les livres sont très très épais et ça fait un peu style Bible avec les pages très fines, écrits assez petits et puis un millier de pages à chaque fois. Donc ça me faisait toujours peur. Mais il y a quelqu'un qui m'avait parlé surtout de cette saga Siècle et qui m'avait vraiment interpellé cette saga. Du coup, bah, je me dis, je vais, enfin une trilogie plutôt qu'une saga, et que j'avais envie de découvrir au moins. Enfin, on verra. Et puis bon, j'en ai un livre aussi qu'on a trouvé aux encombrants que je vais lire. Il est en super bon état, donc ça me pose pas de soucis quand je vois que les livres ils sont. Donc bon, je vous le présente quand même, mais bon, je pense que vous devez le savoir de toute façon, quoi que je présente. Peut-être il y a plein de gens qui connaissent déjà, mais enfin bon, quand même. Donc je vous présente ce que j'ai acquis moi. Donc là, les couvertures sont super sympathiques aussi, j'aime beaucoup. Franchement, l'état, il est parfait. Hein. Donc là, c'est la chute des géants. Ici, vous pouvez voir, hein, c'est écrit en petit quand même, hein, c'est très gros. Et là, il y a plus de 1000 pages. Je pense que ça doit dater quand même, hein, c'est une ancienne version, enfin oui, ça date de 2010 quand même, hein, donc évidemment vous devez le connaître, vous devez la connaître cette trilogie je pense. Donc à la veille de la guerre de 1914-1918, les grandes puissances vivent leurs derniers moments d'insouciance. Bientôt la violence va déferler sur le monde, de l'Europe aux États-Unis, du fond des mines du pays de Galles aux antichambres du pouvoir soviétique, en passant par les tranchées de la Somme, 5 familles vont se croiser, s'unir et se déchirer. En fait, c'est ça que j'aime cette temporalité où il y a plusieurs temps qui s'entremêlent et puis plusieurs familles, les secrets de famille, etc. Un peu d'histoire, un peu d'enquête. J'aime beaucoup ça, donc je pense que ça va me plaire. Passion, contrariété, géopolitique et trahison, cette fresque magistrale explore toute la gamme des sentiments à travers le destin de personnages exceptionnels. Billy et Ethel Williams, Lady Maud Fitzherbert, Walter von Ulrich, Gus Dewar, Grigory et Lev Pechkov vont braver les obstacles pour s'aimer, pour survivre, pour tenter de changer le monde. Entre saga historique et roman d'espionnage, intrigue amoureuse et lutte des classes, ce premier volet du siècle raconte une vertigineuse épopée où l'aventure et le suspense rencontrent le souffle de l'histoire. Franchement, tout ce que j'aime. Donc oui, je suis très contente de l'avoir acquis. Ensuite, donc deuxième, elle est jaune comme ça, hein, très jolie aussi. Donc deuxième volet. Moi, j'aime beaucoup que ça soit voilà, mis comme ça en étoile et pas tome 1, tome 2. Enfin, c'est super sympa, les Vers du monde. Donc en 1933, Hitler s'apprête à prendre le pouvoir. L'Allemagne entame les heures les plus sombres de son histoire et va entraîner le monde entier dans la barbarie et la destruction. Les 5 familles dont nous avons fait la connaissance dans La chute des géants vont être emportées pour le tourbillon de la Seconde Guerre mondiale. Amour, contrariété, douloureux secret, tragédie, coup du sort. Des salons du Yacht Club de Buffalo à Pearl Harbor, bombardés des sentiers de Pyrénées espagnols à Londres sous le Blitz de Moscou en pleine évacuation à Berlin en ruine. Boy Fitzherbert, Carla von Ulrich, Lloyd Williams, Daisy Pechkov, Gus Dewar et les autres tenteront de faire face au milieu du chaos. Ce deuxième volet de la trilogie du siècle brosse une fresque inoubliable. C'est très très lourd en fait à tenir comme ça. Je vais essayer de vous rapprocher parce que je commence à avoir mal au dos. Et là aussi, on a plus de 1000 pages. Et enfin, le dernier de cette trilogie, donc on est déjà à 11 minutes, ça passe trop vite le temps. Enfin, j'espère vraiment avoir le temps de vous faire cette vidéo assez
rapidement. Donc vraiment, servez-vous quelque chose à boire parce que ça va être long. La trilogie du siècle, toujours aux portes de l'éternité. 1961, les Allemands de l'Est ferment l'accès à Berlin-Ouest, la tension entre les États-Unis et l'Union soviétique s'exacerbe, le monde se scinde en deux blocs. Confrontés à toutes les tragédies de la fin du XXe siècle, plusieurs familles polonaises, russes, allemandes, américaines et anglaises sont importées dans le tumulte de ces immenses troubles sociaux, politiques et économiques. Chacun de leurs membres devra se battre et participera à sa manière à la formidable révolution en marche. Aux portes de l'éternité, clôt la fresque magistrale de la trilogie prodigieuse du siècle après la chute des géants et l'hiver du monde. J'aime beaucoup, franchement, ça me plaît énormément. Aussi, plus de 1000 pages. Ces coffrets, ils sont très chiants pour rentrer les livres dedans. Donc maintenant, on va passer à ma petite collection de Jules Verne. Enfin, petite, pour le moment, elle est petite, oui, il n'y a que 2 livres, mais maintenant, il y en a encore 6 qui vont la rejoindre. Donc nous, ça fait 8 déjà, et il en faut, je sais plus si c'est 25 ou 26. Donc il en faut encore, une vingtaine ou 19. Non, même moins. 17 ou 16, je crois. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est vraiment magnifique, ces couvertures. Bon, elles m'ont offert des marque-pages, cette fille. Voilà, c'est pas top, mais on s'en fout, on regarde pas les cadeaux qu'on nous donne, n'est-ce pas? Donc, désolée, je sais pas ce qui se passe encore avec mes cheveux. Putain, quand il pleut, ils sont pas du tout droits, ils se frisent. Et donc on va commencer, Jules Verne, 20 milieux sous les lait. 20 milieux sous les mers. Franchement, c'est super beau. C'est le plus épais, je crois, de tous. Il a près de 600 pages. Donc ici, une chose énorme ayant été signalée par plusieurs navires à travers le monde. Une expédition est organisée sur l'Abraham Lincoln, une frégate américaine, pour purger les mers de ce monstre inquiétant. À bord se trouve le français Pierre Aronnax, professeur au Muséum de Paris et conseil, son fidèle domestique. Alors qu'il s'approche du fabuleux animal, Aronnax, Conseil et Ned Land, un harponneur canadien, sont précipités dans la mer par 2 gigantesques tombes d'eau avant de se retrouver sur le dos du monstre, qui se révèle être un étonnant sous-marin, le Nautilus, conçu et commandé par le capitaine Nemo, qui paraît farouchement hostile à toute l'humanité. La plus extraordinaire aventure commence dès lors pour les 3 hommes, condamnés à ne plus jamais revoir leur patrie, leurs parents, leurs amis. La mer était une passion pour Jules Verne. C'est elle, l'héroïne de 20 milieux sous les mers, l'un de ses meilleurs et plus célèbres romans. Franchement, ouais, c'est l'un des plus célèbres, donc voilà. Ensuite, nous avons un voyage et aventure du capitaine Atras. Aussi très très belle couverture. Ici, nous avons moins de... oh non, un peu moins, 132 pages. Donc, avril 1860, l'équipage du Forward embarque pour une expédition dont la destination est tenue secrète. Menée par le mystérieux et taciturne capitaine Atras, ce voyage haletant les conduira jusque dans les terres hostiles et reculées du Grand Nord, à la rencontre d'esquimaux et d'ours sauvages. Mais la quête éperdue du capitaine vers le pôle sera semée d'embûches et de dangers, et bientôt leur survie deviendra un combat de chaque instant. Écrit fondateur de la série des Voyages extraordinaires, publié en 1866, après 5 semaines en ballon et juste avant voyage au centre de la Terre, qualifié de chef-d'œuvre par Julien Gracq, Voyage et aventure du capitaine Atras est l'un des romans majeurs de Jules Verne. La description détaillée, sourcée d'une région encore mal connue, est le portrait du fascinant capitaine Atras, un fond inoubliable récit d'aventure. Très bien décrit. J'espère que je vais vraiment apprécier. J'en peux plus, j'ai trop mal au dos. Je vais le mettre comme ça. Voilà, je peux vous éloigner un petit peu. Donc ensuite, Matthias Sandorf. À Trieste, en 1867, on fomente un complot pour libérer la Hongrie du joug autrichien. À la tête des insurgés, le riche comte Matthias Sandorf, patriote hongrois. Mais le plan échoue. Sandorf et ses compagnons sont jugés et condamnés à mort par les Autrichiens. Au terme d'une évasion héroïque, Sandorf parvient à fuir et se réfugie sur une île au large de la Libye, Antequerta. 15 ans plus tard, à Raguse,
je pense que ça se dit Rajuz, en Croatie, et revient pour se venger de ceux qui l'ont trahi, lui et son pays. Avec Matthias Sandorf, Jules Verne signe un livre d'aventure et de vengeance étourdissant. De la Hongrie à la Libye, en passant par la Croatie, l'Italie, Malte ou encore la Tunisie, on suit le comte Sandorf, un héros charismatique et audacieux qui n'est pas sans rappeler le comte de Monte Cristo de Dumas. Waouh! Vraiment, ça donne trop envie. Ah, je vous ai pas dit le nombre de pages, mais je pense qu'il est assez épais comme les précédents, donc il doit... Ouais, il est à 630 pages. Ensuite, de la Terre à la Lune, c'est le plus fin pour le moment de tout ce qu'on a déjà vu. Après, il faudra que je vois l'ordre. Je vous fais ça exprès, pas dans l'ordre, pour que vous ayez pas le fil des événements. Si ça se lit un événement ou ça se lit, je pense que ça se lit quand même indépendamment à chacun livre. Mais bon, quand même. Parce que si dans les quatrièmes de couverture, on voit la suite, ça m'embête moi aussi pour lire par la suite. Celui-ci, il est un peu plus... 244 pages. Donc, de la Terre à la Lune. À la fin de la guerre fédérale des États-Unis, les fanatiques artilleurs du Gun Club, Club Cannon de Baltimore sont bien désœuvrés. Un beau jour, le président H.P. Barbicane leur fait une proposition qui, le premier moment de stupeur passée, est accueillie avec un enthousiasme délirant. Il s'agit de se mettre en communication avec la Lune et y envoyant un boulet, un énorme projectile qui serait lancé par un gigantesque canon. Tandis que ce projet inouï est en voie d'exécution, un Parisien, Michel Ardan, un de ces originaux que le créateur invente dans un moment de fantaisie, et dont il brise aussitôt le moule, télégraphie à Barbicane, remplacé au but sphérique par projectile cylindro-conique, par tiré dedans. Avec ses personnages parfaitement campés, son humour toujours présent, De la Terre à la Lune est une des grandes œuvres de Jules Verne, une de ses plus audacieuses anticipations. Bon, celui-ci, je suis pas très fan au niveau de description, mais bon, on verra bien, peut-être que je vais apprécier, parce que c'est un peu trop fantasque pour moi. Moi, où il y a trop de fantaisie, je suis pas très... mais bon, on verra. De toute façon, je voulais acquérir toute la collection, enfin tous les livres pour avoir la collection complète, et puis on verra par la suite. Donc, 2 ans de vacances. Aussi, une magnifique couverture. Dans le Pacifique, un yacht, le Sluggy, est en perdition. À bord, 15 garçons de 8 à 14 ans. Pas un adulte avec eux. Le bateau a rompu mystérieusement ses amarres dans un port de la Nouvelle-Zélande alors qu'il s'apprêtait à entreprendre une croisière et que tout l'équipage se trouvait à terre. La tempête précipite le Sluggy sur des écueils et les enfants, non sans peine, arrivent sur une île déserte. Les longues vacances commencent. Pour subsister, les jeunes naufragés manquent leur courage et leur ingéniosité. Ils chassent, pêchent, inventent des pièges, dressent des animaux, cultivent. Hélas, des rivalités divisent la petite colonie, les caractères se heurtent. La scission est accomplie quand des redoutables bandits abordent le rivage. Une lutte implacable s'engage, enfants contre hommes sans foi ni loi. De multiples aventures, l'intelligence et la force de caractère des jeunes héros font de 2 ans de vacances un roman inoubliable. Enfin, tout ce qu'on lit, tout est inoubliable, et tout est lié avec la mer, finalement. Beaucoup de romans, enfin, il y a aussi la Lune et la Terre, mais beaucoup avec la mer, quand même. 108 pages. Et celui-ci, il est gros aussi, donc L'île mystérieuse, il fait 826 pages, donc magnifique livre. Au cours de la guerre de sécession, 5 nordistes, l'ingénieur Cyrus Smith et son chien Top, le reporter Gédéon Spilett, le noir Nab, le marin Pencroff et le jeune Harbert, prisonniers des troupes séparatistes, se sont enfuis en ballon. Pris dans une tempête, ils échouent sur une île déserte en plein océan Pacifique. Ingénieux, persévérants, les 5 compagnons, pourtant privés de tout, ne tardent pas à s'organiser, à vivre presque normalement. D'ailleurs, l'île qu'ils baptisent du nom de Lincoln offre des ressources admirables et tout à fait inattendues. Mais une série de faits inexplicables, des coïncidences troublantes les obligent à croire à la présence d'une puissance mystérieuse qui les épie sans cesse et conduit leur destinée, leur imposant sa volonté par des voies détournées, intervenant pour les sauver au moment critique. L'île mystérieuse, un des très grands romans de Jules Verne, c'est un chanteur au charme inépuisable.
magnifique. Je pense que je vais vous montrer le livre. Je vais essayer peut-être vous mettre une image ou pas, je ne sais pas, et lire comme ceci parce que vraiment ça me donne mal de dos, impossible. Donc ça n'est tout c'est terminé avec Jules Verne. On va passer à autre chose et on va continuer avec tout ce qui est historique, enfin plus ou moins, ou du moins qui ressemble. Donc ça c'est un livre qui m'a été offert, enfin je l'ai choisi parmi ceux qui ont été offerts. Donc c'est un livre de François Rinaer, La grande histoire de l'Asie, Chine, Japon, Inde. Ici, nous avons 280 pages environ. Donc, qui ignore les rêves de puissance de la Chine? Qui ne voit se profiler derrière elle le géant indien? Qui peut croire que le Japon ne cherchera pas les moyens de se garder de ses deux concurrents? Tout nous indique que le XXIe siècle sera dominé par l'Asie. Une bonne façon de se préparer à cet avenir est d'en chercher les racines dans le passé, des origines des civilisations chinoises, japonaises ou indiennes au XXe siècle. De Confucius et Bouddha à Gandhi, Mao ou Hirohito, ce livre nous raconte la fascinante histoire de l'Asie. Issu de la grande histoire du monde, best-seller de François Rinaer, les textes de cet ouvrage bénéficient d'une introduction de présentation et d'ajouts inédits. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas super dense, hein. Je pense que ça va se lire assez rapidement. Et un peu dans le même style, mais complètement différent au niveau de couverture, qui est très très jolie. L'histoire sans fente, c'est l'avis de Le Point, 20 enquêtes passionnantes sur les plus grandes énigmes mondiales, le Figaro Histoire. Franchement, ça donne trop envie. Bon, je vous ai dit que j'allais lire comme ça, mais au final, non. Donc, les énigmes de l'histoire du monde, sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils. Tempius, je connais pas cette édition, une collection des éditions Perrin. Voilà, donc à la suite des énigmes de l'histoire de France, voici 20 questions sur l'histoire du monde qu'on s'épuise à élucider parfois depuis des siècles. On s'en irrite souvent, mais elles conservent le charme des secrets de famille. Certaines pourtant ont influé sur les destinées du monde. Le monothéisme d'Akhenaton, l'existence de l'Atlantide, le tombeau d'Alexandre, le linceul de Turin, la personnalité de Shakespeare, la seconde vie de Tsar Alexandre, l'assassinat de Kennedy, l'attentat contre Jean-Paul II, la mort de Lady Di n'en sont que quelques-unes. Autant d'épisodes qui continuent d'intriguer et de faire douter. Donc, sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils, ont contribué à cet ouvrage Yves-Marie Bercé, Jean-Christophe Busson, Jean-Yves Carrez-Maratré, Jean Descartes, Catherine Chadefaux, Catherine Decour, Dominique Goy-Blanquet, Françoise Kersaudy, Bernard Lecomte, Thierry Lenz, Bernard Houdin, Anne Pons, Jean Renaud, Marie-Pierre Rey, Pierre de Riedmaten, Alain Roux, Maurice Sartre et Éric Taladoire. Il y a du monde, hein. Mais voyez, je ne savais pas que ça faisait, j'ai encore un marque-page là, je ne savais pas que ça faisait la suite des énigmes de l'histoire de France. Enfin, j'ai vu, mais j'ai oublié. Donc il faudra que je vois ça aussi, parce que moi j'adore tout ce qui est énigmatique, et j'aime surtout tout ce qui est histoire. Comme je vous ai dit, même si je suis pas trop forte là-dedans, j'aime beaucoup quand même apprendre davantage, et c'est comme ça qu'on devient un peu plus renseigné, un peu plus cultivé lorsqu'on en lit plus, et on apprend plus. Donc ici, nous avons à peu près 400 pages dans ce livre. Franchement, trop sympa. Ensuite, je suis tombée par hasard sur Pierre Bellemare, parce qu'en fait, si vous voulez, il y en a très peu de livres de lui aujourd'hui, parce que bon, il est plus de ce monde-là. Et là, j'ai trouvé le livre Trahison, histoire des pires côtés de l'homme. Voilà, donc je l'ai pris de suite parce que j'aime beaucoup comment il raconte, il écrit, enfin, près de 105 pages, un petit peu moins. Donc, traître, félon, indique, agent double, amant maléfique, la trahison a pris 1000 visages au fil des siècles. Ce livre constitue un panorama des grands coups déloyaux de l'histoire. L'affaire Dreyfus, le marquis des 5 mars, prêt à sacrifier Louis XIII et Richelieu, des citoyens des pays de l'Est dénoncés par leurs proches, Monica Lewinsky, piégée, etc. Les traîtres, personnages complexes au destin souvent dramatique, nous ont toujours fascinés, et leurs motivations toujours intriguées. Argent, idéologie, jalousie. Pierre Bellemare, ce remarquable conteur de l'étrange, confère à ses 36 destins une part de mystère et une bonne dose de suspense. Franchement, j'adore.
Donc animateur et producteur de programmes à la radio et à la télévision, Pierre Bellemare, 1929-2018, était également connu pour ses talents de conteur et ses ouvrages dédiés aux histoires hors du commun. Après les dossiers extraordinaires, les dossiers d'Interpol, l'enfer, enquête sur 25 trésors fabuleux, celui-ci j'ai déjà lu et je vous ai laissé un avis sur ma chaîne. Dernier voyage et criminel. Il signait ici une nouvelle collaboration avec Jean-François Nambia et je trouve qu'ils écrivent très très bien ensemble. Voilà. Il est assez rempli et ce que j'aime en fait c'est à peu près dans le même style, enfin même pas à peu près, ils sont tous dans le même style ces livres. Et ce que j'aime en fait les 25 trésors fabuleux, c'était bon, il y en avait 25, là vous avez 26 histoires donc en fait ça va être à peu près dans le même schéma, la même quantité. Voilà. Et puis enfin, le dernier que j'ai classé aussi dans l'histoire un peu, mais enfin bon, c'est peut-être pas tout à fait l'histoire, c'est peut-être un peu science-fiction aussi. Donc en fait, ici on a La vie donc d'Express, un roman fleuve qui charrie les ombres de l'histoire, fresque historique, roman d'espionnage, fable politique, on se perd avec délectation dans ce labyrinthe littéraire. C'est Lire qui commente, et puis Transfuge, La fabrique des salauds et le roman mené avec un rare brio d'une métamorphose monstrueuse, celle qui transforme un homme en nazi. Aux éditions 10-18, on a plus de 1000 pages ici, et franchement, ça m'a vraiment attirée. Donc, c'est un roman de Chris Cross, je pense que ça se dit comme ça, ou Chris Kraus, La fabrique des salauds. Dans un hôpital bavarois, Koja Solm, vieil homme avec une balle nichée dans la tête, décide de raconter sa vie à son voisin de chambre, un jeune hippie pacifiste. Son enfance à Riga dans les années 1920, sa carrière dans l'Allemagne nazie, puis comme espion dans la jeune République fédérale, sa relation destructrice avec son frère aîné, Hubert, leur amour commun dévastateur pour leur sœur adoptive, Ève d'origine juive. Un ménage à trois électrique nourri de sang, de passion et de larmes. Une histoire qui va épouser tout un pan du XXe siècle, de Riga à Tel Aviv en passant par Auschwitz et Paris. Traduit de l'allemand par Rose Laborie. Je ne sais pas ce qui m'a pris de prendre des pavés comme ça cette fois-ci, mais enfin bon, ça m'a intriguée, je ne sais pas, on verra bien. J'espère que ça va se lire assez facilement, je m'en fiche de rapidement, mais facilement dans le sens que ça va être fluide et que ça va pas m'angoisser la taille du bouquin. Donc on verra, peut-être que ça passera très bien. Et j'espère que Ken Follett passera très bien aussi. Et donc, on passe à la dernière catégorie qui est une catégorie thriller et thriller saga. Donc, on y va. Ça c'était un que j'ai pris, je crois. Ah bah pareil, vous voyez, encore 10-18 que j'ai pris chez Carrefour. Alex Marzano Lesnevik ou Lenevik, L'empreinte. Ici, nous avons 454 pages. C'est assez bien dense, hein. Étudiante en droit à Harvard, Alex Marzano Lenevik est une farouche opposante à la peine de mort. En fait, on dirait que c'est un peu la biographie, je ne sais pas. Jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Ricky Langley, dont la confession ébranle toutes ses convictions. Pour elle, cela ne fait aucun doute. Cet homme doit être exécuté. Bouleversé par cette réaction viscérale, Alex ne va pas tarder à prendre conscience de son origine en découvrant un lien entre son passé, un secret de famille et cette terrible affaire. Elle n'aura alors qu'une obsession, enquêter sur les raisons profondes qui ont conduit Langley à commettre ce crime épouvantable. Je pense que ça va être très difficile à lire, mais j'avais trop envie, je sais pas. Donc ici nous avons des avis, donc Le Monde, une méditation d'une intelligence folle sur les secrets de famille et les fantômes qui hantent nos vies, secrets de famille encore. Télérama, un récit magistral et bruissant de 1000 réflexions. Traduit de l'anglais États-Unis par Héloïse Esquier. Voilà. Puis, un livre qui m'a été offert, donc j'avais choisi celui-ci de Cédric Lalaurie, Il est toujours minuit quelque part. Il n'est pas très gros, mais en fait, la couverture m'a interpellée. Et puis, le résumé, pareil, un quatrième de couverture, pareil. Donc, il y a 311 pages ici. Bill Harrington est un homme heureux. La cinquantaine approchant, mari et père comblé, il occupe un poste de professeur de littérature dans une prestigieuse université américaine. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où il trouve dans son casier l'exemplaire d'un roman à sensation publié par un mystérieux inconnu, R.P. Kirkpatrick. Pas de quoi chambouler Bill. Un détail près,
Il s'agit d'une histoire vraie, celle d'un crime dont il était persuadé que personne n'en avait jamais eu connaissance, sur une île qu'il aurait voulu oublier pour toujours. Cet ouvrage envahit bientôt l'existence de Bill et contamine tout autour de lui. Sa vie paisible et confortable ainsi que son équilibre psychologique vont vite menacer de voler en éclats sous l'effet dévastateur de ce livre vengeur qui a réveillé tous les fantômes du passé. Un thriller passionné par Jules Malor, Le Point. Et il a reçu aussi prix du roman. Franchement, policier et thriller, ça donne trop envie. Un autre qui m'a été offert, que j'avais aussi sélectionné, donc c'est Jessica Fellows. L'assassin du train, les sœurs Mitford enquête. Je me demande en fait si c'est pas encore une saga, c'est un policier thriller, est-ce que c'est pas une saga des sœurs Mitford, parce que ça j'avais pas fait attention en fait. Donc j'ai vu juste là et j'ai bien aimé en fait la 4e de couverture. Ici nous avons un peu plus de 500 pages. Donc 1919, Nancy est une jeune femme pétillante et romanesque à l'aube de ses 18 ans. Louisa Cannon, sa domestique et confidente, est arrivée depuis peu au service de la famille Mitford. Tout bascule le jour où elle se retrouve embarquée dans une sombre affaire. Donc le meurtre de l'infirmière Florence Nightingale Shore à bord de l'express de 15h20. S'inspirant d'un fait réel, une affaire encore non élucidée à ce jour, ce roman captivant nous amène de l'entre-deux-guerres, des milieux défavorisés au faste de la High Society à travers les aventures de Nancy et Louisa, toutes deux devenues complices et bien décidées à trouver l'assassin du train. Ça a l'air sympathique, hein. Une enquête policière à la Agatha Christie, pleine de surprises et de rebondissements, au dénouement, je suis désolée, j'ai toujours du mal avec ce mot, des plus surprenants. Laurence Caracalla de Le Figaro littéraire. Et puis un autre avis de Pascal Frey, Agatha Christie plus Downton Abbey, les sœurs Mitford enquête, ce roman est une excellente surprise. Vivement la suite. Donc du coup, ouais, ça doit être type saga, trilogie, j'en sais rien. Traduit de l'anglais par Valérie Rosier, édition du Masque, et ce n'est pas marqué en fait. Ça, j'adore moi quand il y a ça dans les livres, un petit arbre généalogique, la famille Mitford. C'est très pratique parce que au moins on n'est pas obligé de se noter à chaque fois et puis c'est tout au début donc c'est super sympa. Je cherche si c'est écrit quelque part que c'est une saga, qu'il y a la suite, etc. Non mais je trouve rien du tout. Mais ça date quand même de édition gratuite, donc était 2022, et sinon la publication elle était en 2019. Donc il faut que je regarde s'il y a la suite. Et si jamais je trouve quelque chose, je vous mettrai la liste là, ou bien si vous le savez vous-même. Donc, et puis après, en fait, j'ai pris une petite saga. Je vous ai déjà présenté, ça s'appelle Nat, je crois, si je prononce bien en islandais, comment il s'appelle déjà, Ragnar Jonasson. Et en fait, ou Jonasson. Et en fait, j'ai pris tout le reste pour avoir la totalité du saga qui comporte en fait 6 volumes. Là, j'en ai 5. Le premier... Enfin, l'un des premiers que je vous ai présenté, l'un des volumes que je vous ai présenté dans une de mes vidéos avant. Je ne sais pas si c'était le premier, le deuxième ou lequel. Enfin bon, là, je les ai pas rangés dans l'ordre non plus parce que comme je vous ai dit précédemment, je n'ai pas envie qu'il y ait la suite et que vous découvrirez, et moi aussi, comment ça va se passer. Donc, on va lire les 4e de couverture en désordre. Respire. C'est parce que j'ai pas envie que la vidéo soit beaucoup trop longue et du coup je me presse et je dis n'importe quoi. Donc, tout ça pour vous dire que je n'ai pas envie de vous dévoiler plus que ça. Si on va lire dans le désordre, peut-être qu'on ne saura pas vraiment la suite des choses. Enfin, c'est une tactique. Donc tout est aux éditions Point. Donc tout ça c'est le policier. Et donc là nous avons les enquêtes toujours de... je vais pas les répéter à chaque fois. Ce sont c'est la saga de Ragnar Jonasson, les enquêtes de Siglufjordur, et celui-ci s'appelle Mörk. J'adore leur couverture, c'est vraiment super sympa, très sobre, et c'est mat, mais légèrement, j'avais dit l'autre fois brillant, mais c'est plutôt nacré que brillant. Et c'est à peu près le même nombre de pages, il me semble, partout. On est à même pas 300 pages à chaque fois, donc c'est pas mal. Après Snior, ah bah voilà, il nous dit tout de suite que c'est Snior avant, bon c'est pas grave. Retour sur les terres gelées d'Islande. À Siglufjordur, dans l'obscurité totale de la nuit
polaire, l'inspecteur Erjolfur est assassiné alors qu'il enquêtait aux abords d'une vieille maison abandonnée. Son jeune collègue, Harry Thor, mène l'enquête dans leur petite communauté apparemment sans histoire. Dans ce village du bout du monde, chacun n'aurait-il pas une bonne raison de semer le chaos? Pour reconstituer le puzzle, il faudra aussi écouter cette voix qui murmure, cloîtrée dans un hôpital psychiatrique et qui tient peut-être la clé de l'énigme. Ouf, ça donne des frissons. C'est l'agent d'Enin Mankel qui a découvert, ah oui ça je vous ai déjà lu donc je vais pas vous le relire, dans la vidéo précédente, une atmosphère oppressante, un magistral talent de manipulation de Zegwardian, traduit par Philippe Rey. Donc c'est toujours le même traducteur, ça c'est sympa. Donc ensuite nous avons Siglo, donc habilement construite, cette nouvelle enquête de l'inspecteur Harry Thor est à savourer au coin du feu, la montagne. Donc Siglo, c'est peut-être la montagne en fait, voilà. Super sympa comme couverture, comme toujours, assez sobre. À Siglufjordur, toujours. Siglo, pour les intimes, un drame vient troubler la vie, pourtant si paisible, de ce petit port de pêche du nord de l'Islande. Harry Thor, l'inspecteur de la police locale, est appelé au beau milieu de la nuit. Le corps d'une adolescente a été retrouvé gisant dans la rue principale. Suicide par défenestration? Meurtre? Très vite, l'enquête se complique et le temps presse. On annonce une tempête de neige qui pourrait paralyser toute la ville. Ah, ça c'est un autre traducteur, Jean-Christophe Salon. En fait, il y en a deux qui traduisent. Lui et... ah non, il y en a trois même maintenant. Philippe Ruy et puis Ombeline Marchon. Ombeline Marchon, je crois qu'on l'a déjà vu aussi. Parce qu'il y en a une autre saga de Ragnar Jonasson que je vous ai déjà lu, La Dame de Reykjavik et d'autres bouquins de son auteur. Donc là, nous avons Snør. Snør, je pense que c'est la neige, je ne sais pas. Huis clos à l'islandaise. Siglufjordur, ville perdue au nord de l'Islande, où il neige sans discontinuer, où il ne se passe jamais rien. Harry Thor, qui vient de terminer l'école de police à Reykjavik, y est envoyé pour sa première affectation. Mais voilà, qu'un vieil écrivain fait une chute mortelle dans un théâtre et que le corps d'une femme est retrouvé à moitié nu dans la neige. Pour résoudre l'enquête, Harry Thor devra démêler les mensonges et les secrets de cette petite communauté à l'apparence si tranquille. Ça m'a l'air d'être dans les tout premiers en fait. Ensuite nous avons Vic. Celui-ci, bon, malheureusement, il était un petit peu abîmé, mais après, je l'ai vu chez Carrefour, il y en avait plusieurs qui n'étaient pas du tout abîmés. Je pense que c'est un coup de vernis de quelqu'un, un vernis rouge, bon, c'est pas grave. Et oui, je vous ai pas dit, mais ils sont tous à peu près à 300 pages, donc je vais pas le dire à chaque fois. Donc ici, quand 10 petits nègres rencontrent le meilleur du polar islandais. Bon, 10 petits nègres, aujourd'hui, ça s'appelle, ils étaient 10, je crois, d'Agatha Christie. Donc en fait, à chaque fois, on fait la référence à Agatha Christie, donc... Je me demande s'il faudra peut-être que je lise, il faudra pas que je lise Agatha Christie aussi, parce que au final, je suis attirée par ces romans policiers, du coup, peut-être que ça me plaira, ce classique, on verra. Donc après des années, Asta revient dans son village, à l'extrême nord de l'Islande. Là-bas, le temps semble avoir tout figé. Le phare, comme la maison qui surplombe la baie, ne voit pas tout d'un bon œil ce retour. Quelques jours avant Noël, le corps d'Asta est retrouvé sans vie au pied de la falaise. L'inspecteur Harry Thor est dépêché sur place. Un huis clos au grand air glaçant. Tout est glaçant en fait ici parce que tout se passe en Islande et surtout souvent en hiver, hein, comme on voit bien. Sot. J'aime beaucoup, il est bleu, ma couleur préférée. Retour à Siglufjordur. Donc une épidémie s'abat sur Siglufjordur. La ville est mise en quarantaine. Les premières victimes succombent, les médias s'emparent du sujet, c'est la panique. L'inspecteur Harry Thor est pris par un terrible sentiment de claustrophobie. Lorsqu'un cold case vieux de 50 ans refait surface, il saisit l'occasion pour échapper à cette atmosphère oppressante. Mais le huis clos se referme sur ce petit village du grand nord de l'Islande. Je pense que ça doit être le tout dernier. L'épidémie, tout ça... Ah, je sais pas, il date quand même de 2012, original, et 2017 traduit version anglaise, et 2018 édition de La Martinière, donc
De l'Islande à intraveineuse, des fjords mystérieux à la beauté bleutée, des habitants confrontés aux rudesses du climat et au silence de la roche. Franck Tillier pour Le Monde. Franchement, je sais pas, je suis très tentée par tout ce que j'ai pris, je suis très très contente par mes acquisitions. Je pense que je vais beaucoup apprécier ce que j'ai pris. Maintenant, il faut beaucoup de temps pour lire tout ce que j'ai. Mais enfin bon, je ne suis pas pressée, j'adore lire et ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, j'ai découvert Stefan Zweig et j'ai déjà terminé un de ses livres. Je vous en parlerai très prochainement, avec d'autres livres qui sont en cours, parce que je préfère faire peut-être une analyse un peu plus approfondie, mais peut-être pas très long. Donc du coup, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui vont avec. Ça dépend des livres aussi, parce que il y a des livres sur lesquels on peut parler beaucoup et d'autres moins. Donc tout dépendra. En général, j'essaie de faire des vidéos qui ne dépassent pas quinzaine, vingtaine de minutes, mais il y en a qui sont aussi longues, comme celle-ci par exemple. Et c'est la première fois que j'ai décidé de mettre tout dans un seul et unique book haul, tout simplement parce que j'ai bien peur que je vais en avoir encore d'autres bientôt. Donc j'ai pas envie de vous envoyer qu'avec les achats de livres, etc., mais aussi avec les points lecture, et bientôt les cours de russe vont reprendre, ainsi que la lecture de Madame Bovary de Gustave Flaubert, et puis Guerre et paix de Léon Tolstoï. Voilà, c'est juste que actuellement je suis un peu dans un mode de lecture et c'est quelque chose qui me, on va dire, remet sur les rails, parce que la situation est un peu dépressive ces derniers temps, donc du coup c'est la chose qui me réconforte, qui me fait du bien, et donc c'est pour ça que je fais beaucoup de partage avec vous via les vidéos de lecture. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'arrête de m'étaler sur ma vie, j'arrête de s'étaler sur ma vie, et puis je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos, et je vous dis à très bientôt. Bonne lecture à toutes et à tous.